Bonjour, sœur Dao. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est au village des Pruniers et on vient parler du bonheur. Alors j'ai envie de te poser la question, strike to the point, comme on dit. C'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur pour moi. Je vais répondre quelque chose comme ça qui m'est juste venu quand tu me posais la question. Le bonheur, c'est de parler avec toi, Julien. Mais le bonheur pour moi, très profondément, c'est de toucher une paix intérieure. De toucher, quand je touche cette paix intérieure qui est là, à l'intérieur de nous tous, mais que cette paix intérieure se développe et est là en moi, je peux ressentir de la stabilité, une ouverture, la capacité d'accueillir ce qui se passe dans le moment présent et de l'accueillir le cœur ouvert, les bras ouverts, et tout en gardant une solidité. Et oui. Tu parles début de réponse. Tu parles de moment présent. C'est une pratique que tu cultives. On appelle ça la méditation de pleine conscience ou la mindfulness. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est précisément? C'est un peu difficile pour moi d'expliquer comme cela. D'abord, je vais juste dire, je me sens un tout petit peu intimidée de répondre. C'est des questions qui sont un peu personnelles, enfin pour moi. Donc, je veux répondre de mon cœur. Donc, pour moi, de revenir dans le moment présent, d'être vraiment en pleine conscience, en fait, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des années, qui s'approfondit. C'est-à-dire que c'est, pour moi maintenant, là où j'en suis, ces derniers temps, c'est pouvoir pénétrer dans le moment présent. Et quand je pénètre dans le moment présent, c'est comme une porte immense qui s'ouvre. En fait, c'est pas simplement être installé dans le moment présent, mais c'est vraiment, j'utilise ce mot parce que je ne sais pas comment dire, mais c'est aller dans le moment présent qui nous ouvre vers les merveilles de la vie, l'immensité, pouvoir toucher quelque chose de beaucoup plus vaste. Et ça se passe dans le moment présent quand vidé de toute pensée, idée, toutes ces choses qui nous encombrent et qui nous alourdissent comme ça. C'est aussi un peu le principe de la méditation, non? C'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est cela, oui. Alors, est-ce que tu crois qu'il y a des outils qu'on pourrait conseiller aux gens qui nous écoutent pour en arriver là? Oui, bien sûr. Oui. Les outils que nous, on utilise dans notre monastère, c'est pouvoir avoir la capacité de s'arrêter. Ça peut être un arrêt qui est juste quelques secondes, mais cet arrêt va être essentiel parce qu'on on est conditionné ou habitué à répondre, à réagir aux situations, et c'est plutôt pouvoir répondre aux situations d'un autre endroit de nous-mêmes. Et donc cet arrêt va nous aider. Et donc on s'entraîne à s'arrêter avec les sons des cloches, téléphone, horloge, chant des oiseaux, feu rouge. N'importe où, en fait, on peut s'arrêter. Mais nous, on s'arrête avec le son de la cloche, téléphone, des horloges. S'arrêter, revenir à notre respiration, à notre corps. Et c'est quelques moments de pause qui nous permettent de revenir dans notre corps, d'être là. On va toucher un endroit stable en nous-mêmes, ce qu'on peut appeler notre vraie demeure, ou cet endroit qui nous ramène vraiment là. Et là, on va savoir, on va retoucher un peu parce que moi je vois vraiment notre humanité, vraiment être humain et savoir qu'est-ce que je dois faire ou dire dans cette situation. Ça veut dire qu'on peut le faire partout. On peut le faire au travail, au bureau, dans le métro, en faisant la vaisselle. C'est cela, oui. Ouais. Au quotidien, n'importe où on peut toucher cela. Donc nous, dans les outils, c'est pouvoir s'arrêter, donc avoir des
des moyens qui nous permettent de nous arrêter. Nous, on offre la cloche, par exemple. En France, il y a toutes les cloches des églises. Donc, on entend la cloche de l'église, on peut s'arrêter. On entend les feux rouges, on les utilise, on dit que ce sont des amis. On attend à la file d'attente à la poste, à la banque, à l'aéroport, dans les gares. Tout moment où donc on peut s'arrêter, revenir à la respiration. Donc, le retour à la respiration. On peut mettre sa main sur son ventre, respirer. Et 2, 3 respirations. Et être conscient, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et on est là, présent, on revient au corps, on détend le corps. Et donc ça va apaiser l'esprit, pouvoir s'apaiser et revenir dans le moment présent. Ouais, donc ça revient à se retourner vers nous, vers nous-mêmes. C'est une espèce de voyage intérieur, ce que tu proposes. Oui, c'est un voyage intérieur, mais qui va... Plus on va revenir à l'intérieur de nous-mêmes et se découvrir nous-mêmes, et plus on va s'ouvrir vers les autres. En fait, s'il n'y a pas cette ouverture vers les autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de découvrir un petit peu plus. Parce qu'en fait, plus on va vers nous, plus on s'aperçoit qu'on est en connexion avec tout le monde. Donc c'est clair. Ça inclut les animaux, les plantes? Oui, ouais. Tout, les minéraux. Les minéraux, oui. Bien sûr. Ouais. Ouais. On est tous interconnectés. C'est ça, oui. Tu penses que c'est palpable? C'est palpable? Ouais. Oui, très palpable. Oui. Ouais. Comment? Comment? Tu peux définir ta question? Comment on peut se rendre compte que c'est une réalité? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont se dire ouais, ok, pourquoi pas, mais comment on s'en aperçoit? Moi, tu prêches à convaincu, hein. Mais pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils essayent. C'est-à-dire que comment faire, Tu vois, par exemple, là, je vivais à la Maison de l'Inspire, qui est notre petit monastère à Paris, où quand on offre des retraites, ou quand on rencontre des gens, les personnes viennent ici au monastère, mais même de rencontrer des personnes, si l'on marche, on peut, et ils nous voient marcher, ou simplement ils voient les gestes. Si nous, on incarne la paix, les personnes, l'énergie qui va se diffuser de nous-mêmes, la personne va être interpellée. Et donc, peut-être la personne, elle va avoir envie d'essayer de pratiquer, d'essayer d'amener ce qu'on appelle la pleine conscience, ou de commencer à pratiquer la méditation ou d'autres pratiques, d'amener dans leur vie. Et je pense que c'est la vie qui va amener la personne à peut-être découvrir autre chose. Et oui, je ne sais pas comment dire, je sais pas comment te dire. Il faut vivre l'expérience. C'est ça, oui. C'est chacun qui... Moi, je peux pas... C'est comme si j'ai un fruit et je vais t'expliquer comment c'est, ou du miel, ou c'est un exemple assez classique, mais jusqu'à ce que toi, tu le goûtes, tout ce que je pourrais dire, de toutes les façons, c'est juste des mots, je vais dire, mais c'est toi qui dois faire l'expérience. Et donc, c'est au départ, c'est avoir la foi, avoir confiance que, oui, cette personne, il y a quelque chose qui me touche et j'ai envie d'essayer. Parce que moi, je vois que dans ma vie, ça ne va pas très bien, ou j'ai envie d'explorer tout simplement. Et puis donc, on va marcher un petit peu, suivre les pas de quelqu'un qui nous inspire. Et puis, et à ce moment-là, nous-mêmes, on va pouvoir, on goûte le fruit, on touche. Donc, ça devient, pour nous, c'est très palpable. Mais moi, je ne peux pas te forcer ou te dire, mais oui, pourquoi tu ne peux pas voir, toucher? Il y a toi, c'est toi. Et c'est ta propre expérience. Donc moi, c'est mon expérience. Mais donc, Est-ce que c'est indiscret de te demander ton parcours?
Parce que j'imagine que t'as pas été tout le temps sœur. Non. Est-ce que tu peux nous raconter tes motivations, ce qui t'a amené un jour à devenir sœur? Oui, oui, oui. Oui, oui. Moi, j'ai été élevée, je suis une enfant qui a été élevée dans le catholicisme quand j'étais petite. Et une chose qui me touchait beaucoup et que je me souviens, c'était la première fois de recevoir ce qu'on appelle le corps de Jésus, l'Eucharistie. C'était une impression, sensation très forte. Donc il y a toujours en moi eu cette relation avec Jésus un peu intérieure. Mais ensuite, avec l'adolescence, je suis une enfant des années 68. Donc pendant mon adolescence, il y avait les années 68. Et puis mon père est mort quand j'avais 19 ans. Et là, je n'ai pas trouvé dans l'Église catholique de réponse par rapport à la mort, la souffrance. Il était très malade avant. Je n'ai pas trouvé de réponse. Donc avec les années 68 et tout ce qui se passait, donc j'ai mis de côté toute spiritualité. Mais heureusement, je vivais à Paris et dans le travail, je travaillais avec un chirurgien. J'étais assistante chirurgicale, aidée un chirurgien qui est un homme assez fantastique, qui est décédé l'année dernière. Et un homme plein d'éthique, mais plein de vie, d'humanité et plein de... très proche, plein d'humilité. Donc il a été un peu comme un père pour moi, mais un père dans différents aspects, aussi un modèle, parce que j'étais une jeune femme à Paris, libre, et donc ça faisait un équilibre qui était très bien. Et puis au bout d'un moment, donc je travaillais, mais je sortais beaucoup, et au bout d'un moment de sortir et tout, de rentrer chez moi et de trouver comme un vide. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à lire des livres. J'ai retrouvé un peu la spiritualité dans ma vie. Et là, j'ai fait un voyage particulièrement qui m'a marqué en Indonésie. Et j'ai fait un trekking dans les montagnes, aller dans les villages, où là, j'ai rencontré une vision sur la mort qui était complètement différente que celle qu'on a en Occident. Et ça m'a beaucoup impressionnée. En plus, j'ai voyagé, j'ai rencontré un médecin qui amenait des médicaments aux populations. Donc il y a eu plein de choses qui se sont ouvertes et donc ça a germé en moi. J'ai lu beaucoup de livres de différents maîtres à ce moment-là. J'ai commencé à pratiquer la méditation et puis avec une amie, on a décidé de partir en Inde et donc au bout de 10 ans avec mon travail, j'ai prévenu le chirurgien avec qui je travaillais que j'allais arrêter et partir voyager. Mais avant de partir en Inde, j'ai rencontré mon mari. J'étais mariée avant d'être sœur bouddhiste. Et lui vivait déjà dans une communauté des centres internationaux Shivananda, une communauté de pratique de yoga, méditation. Et donc j'ai joint cette communauté au lieu de partir en Inde. On est parti en Inde, mais je suis partie avec mon époux. Donc je me suis mariée et joint cette communauté dans laquelle j'ai vécu 21 ans. Et pour faire le voyage un peu plus bref, donc là j'ai vécu pendant 21 ans. C'est une communauté internationale qui a des ashrams et des centres un peu partout dans le monde. Donc j'ai vécu en France, aux États-Unis, au Canada, aux Bahamas, et principalement au Canada et aux États-Unis. Et ensuite, je vivais dans l'ashram aux États-Unis quand, en 2001, les tours ont explosé. Et puis, il y a eu aussi le décès de ma mère en 1995, qui a été un moment très dur pour moi. Et puis ensuite, en l'an 2000, c'était un peu un tournant de ma vie. Et ensuite, 2001, c'était un tournant parce que ma sœur est tombée très malade et j'étais son donneur. Et à ce moment-là, je suis allée faire des retraites de silence dans un monastère bouddhiste. J'avais besoin de me reculer, j'avais beaucoup de travail, j'étais très engagée. Et donc j'avais besoin de faire un pas en arrière, de m'arrêter, même si j'étais dans une communauté spirituelle. Et puis je suis allée faire des retraites de silence. Et là, j'ai vu que
j'avais besoin de lâcher prise de beaucoup de choses que je faisais, des responsabilités que j'avais. Et ensuite, en 2001, les tours à New York ont été détruites. Et donc, il y a eu plein de différentes conditions. Je ne vais pas passer à travers toutes les conditions. Mais je commençais déjà à lire des livres de Thay aux États-Unis et aussi écouter son enseignement que Thay a donné en 2001 à Riverside Church à New York. Et ça m'a beaucoup touchée. Ce qui fait que j'avais envie d'aller le connaître. Et donc, comme le monastère était en France et que je suis d'origine française, je me suis dit, bon, je vais venir en France, visiter ma famille et en même temps le voir. Et je suis venue. Et puis, il y a eu d'autres conditions qui se sont ajoutées qui fait qu'en 2003, j'ai décidé de prendre les vœux ici et de joindre la communauté du village des Pruniers. Voilà. Super. Et dans la communauté, je veux juste ajouter, parce que j'ai une fille de 31 ans qui est née alors que je vivais à l'ashram avec mon mari. Mais maintenant, on est séparés, hein, il s'est remarié. Il vit toujours dans la communauté, mon mari, mon ancien mari. Hein, parce que, voilà. Super. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de cultiver sa spiritualité pour tendre vers le bonheur? Oui, je pense oui. C'est-à-dire d'amener une dimension spirituelle dans notre vie. Ouais. Ouais, d'amener, de joindre l'esprit et le corps ensemble. Hein. Donc d'amener cette dimension. Donc qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité, hein? C'est à nous de découvrir ça. Hein. Ouais. Mais bien sûr, d'avoir cette dimension plus vaste dans notre vie. Ouais. Ouais. Certains disent aussi que le bonheur, c'est la liberté. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça dépend de ce qu'on entend par liberté. Et ouais, ça serait quoi pour toi la liberté? Pour moi, la liberté, c'est une liberté intérieure. Hein. C'est une liberté d'être libre, de savoir comment accueillir mes émotions, donc de ne pas être emportée, prisonnière par mes émotions, mes pensées, mes énergies d'habitude, oui, ça, mes peurs, anxiété. Donc c'est être libre, c'est ça, libre intérieurement. Donc oui. Ouais. La méditation pourrait nous aider d'ailleurs pour ça. C'est ça, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que avec la méditation, ça prend du temps, hein, si on est tout nouveau. Comme hier, je donnais l'orientation à des amies qui sont toutes nouvelles. Hein, et donc au départ, on s'assoit et l'esprit va partir dans tous les sens. Ça va être des radios et des chaînes de télévision qui s'allument tout ensemble, et des lumières partout. Et donc c'est très impressionnant un peu de s'asseoir dans le silence quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est justement de se rendre compte un petit peu de tout ce qui se passe dans notre esprit et petit à petit, mais ce n'est pas simplement s'asseoir un petit peu tous les jours, c'est aussi pendant la journée de prendre des pauses méditation, parce qu'on revient aussi de pouvoir s'arrêter, quelques respirations, le retour à la respiration qui va nous aider à calmer l'esprit, calmer le mental, hein, calmer le mental. Et là, on va s'apercevoir des pensées qui reviennent souvent. Et on a souvent les mêmes CD ou les mêmes ruminations qui reviennent. Donc à ce moment-là, je vais m'apercevoir, il y a telle situation et c'est la même pensée qui revient. Et au lieu de simplement dire « Ah, voilà, coucou, tu es là ». Et souvent, c'est ce qu'on fait, c'est elle grandit de plus en plus, puis elle nous donne des fausses perceptions. Et la plupart de nos perceptions sont erronées, ce qui fait que je ne vois plus la situation telle qu'elle est. Je la dessine suivant le conditionnement que j'ai eu. Je fais comme si je peins un autre paysage, en fait, sur ce qui est. Je ne vois pas ce qui est vraiment. Donc c'est une découverte. Hein. Il y a deux choses que je note en t'écoutant. Tu disais que c'était des amis qui découvraient la méditation. La sensation que j'ai depuis au moins 5 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à tout ça, comme s'il y avait des prises de conscience qui se faisaient un petit peu partout, sur une tranche d'âge quand même, entre 40 et 50 ans. Des gens qui ont envie de donner un sens à leur vie, un sens à leur activité professionnelle. Est-ce que tu le vois aussi, toi, de ton côté, qu'il y a
un phénomène où il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à tout ça. Oui, tout à fait. Mais beaucoup de jeunes aussi. Ok. Oh oui, beaucoup, beaucoup de jeunes. Mais notre communauté, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent, de plus en plus, et des personnes, oui, de tout âge, hein, même des personnes assez âgées. Mais on voit notre communauté aussi, la moyenne d'âge se rajeunit beaucoup. Les Ah ouais? jeunes cherchent des endroits où il y a la fraternité, où il y a aussi un endroit où ils peuvent être eux-mêmes, hein, se sentir bien, se sentir en confiance. Hein. Bah, toute personne aime se sentir comme cela, avec des valeurs, hein, mais aussi ne pas être autre chose que ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est dans mon quotidien, je peux amener cette dimension spirituelle. Je n'ai pas besoin d'avoir, bon, moi j'ai choisi de ces vœux, mais on peut amener dans son quotidien, vivre avec une dimension spirituelle avec notre travail, ce que l'on fait, nos amis. C'est quoi la tranche d'âge quand tu dis qu'ils sont jeunes? La tranche d'âge? Oui, ils ont quel âge? Oh, ben, ça dépend. Il y en a des très jeunes hein, qui viennent. Ouais. Hein. Il y en a, il y a des jeunes, des ados. Hein. Ah, des ados, ouais. Oui, Ok. oui, oui. Même des plus jeunes. Hein. Il y a des enfants Ah ouais. aussi qui viennent avec leur famille. Hein. Ah, ok, d'accord. Oui, Ouais. oui. Et des ados. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des jeunes adultes, hein, beaucoup, parce que l'on fait des programmes pour les jeunes adultes. Hein. Mais on a des programmes tous les étés, ici au village des Pruniers, et aussi à la Maison d'Inspire, on offre des programmes pour les enfants et pour les adolescents aussi. Hein. De quel ordre? C'est quoi comme type de programme? Ben ici, au monastère, ici au village Ouais. des Pruniers, pendant l'été, c'est-à-dire les familles sont invitées à venir. Hein. Donc les parents viennent et les enfants. Et donc il y a les enseignements, une partie des enseignements sont offerts pour les enfants. Ensuite les enfants vont jouer, ont des activités créatives où ils vont dans la nature, hein, sont ensemble aussi, apprennent à s'arrêter avec la cloche, à se réconcilier avec un petit copain, une petite copine si on se dispute, comprendre qu'est-ce que sont nos émotions. Et ensuite on a aussi des programmes plus spécialement pour les adolescents, donc les adolescents de 12 à 17 ans. À peu près, ils ont aussi leurs propres activités. Donc ils campent ou ils font des feux de camp, ils dansent, ils parlent de sexualité, ils parlent de difficultés aussi avec leur image, l'image qu'ils ont d'eux, les difficultés avec les parents ou les parents qui sont divorcés. Donc, bon, l'adolescence, c'est aussi la découverte. Oui, des petits amis ou des amis, et puis peut-être des chagrins, donc de pouvoir se sentir entouré. Et puis ensuite les jeunes adultes, hein, qui eux aussi c'est une autre génération, c'est de 17-18 ans jusqu'à 35 ans à peu près, on a un peu mis comme cela, qui c'est pareil, c'est comment amener la pratique, mais pour leur génération, et se sentir à l'aise de pouvoir parler de choses qui les concernent plus particulièrement, et puis d'amener la pratique d'une façon joyeuse. Hein. Ils font quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire, hein, c'est faire des flash mob méditation ou des flash mob. Ils marchent ou ils donnent des étreintes dans le métro, des choses comme ça. Génial. Là, comme récemment, peut-être tu as beaucoup de questions, mais je suis très bavarde aussi. Récemment à Paris, pour quelque chose qui vient dans mon esprit, pour la fête de la musique. C'était le 22 juin, je crois. Le groupe de jeunes Wake Up, on appelle Wake Up, à Paris, ont organisé une flash mob sur le pont des Arts, hein, et nous a invités à venir, et nous on est venus, on était 8 sœurs, et on les a joints, on s'est assis sur le pont des Arts, hein, et faire une méditation, s'asseoir en silence, hein, et ensuite on a chanté des chansons, et puis ensuite on est allé marcher jusqu'au jardin du Louvre où on a pique-niqué, donc il y avait beaucoup de monde qui nous regardait et qui était très heureux, qui s'arrêtaient, nous regardaient, assis là, sans bouger. Et donc, comme ça aussi, on parlait palpable, hein, avant, donc les personnes qui passaient, en fait, l'énergie de paix qui était là, cette énergie collective, hein, c'était palpable, hein, pour eux, les gens qui passaient, parce que, sauf les personnes qui... ça dépend, quand le fruit est mûr, ça va toucher, comme ça, non. Les personnes qui passaient, elles s'arrêtaient, elles pouvaient palper qu'il y avait une énergie différente, et elles s'arrêtaient, regardaient, restaient un moment, nous souriaient.
ensuite continuer. Voilà. Oui, c'est aussi un moyen de poser des graines. C'est ça, oui. C'est ça. Arroser. Oui. C'est ça, ouais. C'est extrêmement positif ce que tu dis, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'ouvrent à tout ça. Est-ce que tu as un ordre d'idée du pourquoi, du comment ça les a amenés à venir ici? Ils étaient déjà en questionnement? Ou c'est parce qu'ils ont entendu parler de Thaï ou du village des pruniers, ils se sont dit tiens, par curiosité, je vais venir? Ou il y a déjà une démarche personnelle qui s'est enclenchée chez ces jeunes? Je pense que c'est toutes ces différentes raisons que tu donnes. Il y en a certains qui, c'est par hasard, ou alors parce qu'il y a un ami ou un copain ou une copine qui viennent, alors ils vont accompagner, juste pour voir, par curiosité. Il y en a d'autres qui ont déjà fait une démarche d'eux-mêmes et puis ils ont envie d'aller un petit peu plus loin. Il y en a d'autres qui ont trouvé un livre ou alors que les parents ont amené quand ils étaient jeunes et puis ils reviennent ou ils ont continué à venir. Donc ça dépend. Ou il y a des jeunes qui ont beaucoup de souffrance en eux. Il y a des jeunes aussi qui ont essayé de se suicider et qui voient qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre dans leur vie, ou des jeunes qui souffraient de grandes addictions aussi et qui désirent aller sur un autre chemin. Donc ils cherchent et ils rencontrent un livre ou ils trouvent le site ou ils disent oh mais oui peut-être ça, ou simplement ils ont rencontré quelqu'un qui était venu et qui leur dit bah, tu devrais essayer d'aller là, ou quelquefois il y a même des médecins ou des thérapeutes ou quelqu'un qui dit est-ce que tu connais le vénérable maître Thich Nhat Hanh, et est-ce que tu connais le monastère du village, ou tu connais telle personne, tu sais, tu devrais lui demander. Puis cette personne a fait des retraites au village ou a suivi les enseignements ou la pratique. Donc c'est un peu, voilà. Ouais, c'est un peu de tout. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de conditionnement. Là, on est en train de parler d'enfance, enfin d'enfants en tout cas. Je ne sais pas si tu le sais, mais nous, on est parti dans une belle initiative de créer une école pour les enfants, qu'on a appelée l'école de la vie, qui est ni plus ni moins qu'une école alternative. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur l'éducation. Mon point de vue, très rapidement, c'est que justement, tout part de l'éducation, et que si on veut essayer, tant sans faire que peu, de changer les choses de manière positive, je crois qu'il faut vraiment résoudre cette équation de l'éducation et proposer quelque chose de nouveau, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, là? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, l'éducation doit être repensée et c'est mise en priorité avant l'armement. Ouais, c'est clair. L'éducation. Peut-être que cet éveil des consciences, que là, on doit changer les priorités, bien sûr, c'est l'éducation, et repenser tout le système d'éducation. C'est ce que vous faites avec ces programmes dont tu parlais, quelque part. Oui, c'est ce que l'on fait, oui. Et on a ces programmes, ce qu'on appelle Wake Up School. Donc, et on voit, récemment, on voit qu'il y a quand même une très grande prise de conscience. On peut voir en France, les personnes, en France et ailleurs, là je vais parler de la France, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une prise de conscience. Donc les choses bougent. Ça bouge doucement, peut-être ça pourrait bouger un petit peu plus, mais ça bouge. Ça bouge. Là, je vois... et là, notre maître dit, avant, il écrit des calligraphies, il a écrit « Les enseignants heureux changeront le monde », et après, il a réécrit « Les enseignants heureux changent le monde ». C'est-à-dire que maintenant, après quelques années où il y a eu des retraites pour éducateurs et des prises de conscience parmi les personnes qui sont plus dans l'éducation ou qui sont en contact avec les enfants ou les jeunes ou dans le système d'éducation. Et donc on peut déjà voir que les choses changent, et, parce qu'eux-mêmes changent. Donc avec nos retraites, on peut voir les personnes se donnent la capacité, l'autorisation d'amener des petits changements dans les classes que normalement on ne doit... C'est assez fixe, et surtout avec la laïcité, s'il y a certains mots qui sont dits ou certaines choses, les parents peuvent s'affoler, mais par des moyens un peu habiles, et on voit avec des choses toutes simples, simplement s'arrêter, respirer avec
avec les enfants, avec les jeunes, leur donner du temps, être présent pour eux, les écouter, être vraiment là pour eux. C'est vraiment aussi une pratique qui est importante pour nous, c'est s'arrêter de parler, écouter l'autre, vraiment écouter ce que l'enfant ou le jeune ou l'autre personne a à dire. Et ça fait une très grande différence. Et puis respecter l'enfant, le jeune, le laisser nous dire ce qu'il a à dire. On est dans un schéma idéal parce que les choses changent de l'intérieur et on a une flopée d'écoles alternatives tout autour qui proposent d'autres solutions. Donc je me dis après c'est qu'une question de temps au final. Si on commence à éduquer les enseignants, si on éduque aussi les parents, si on propose quelque chose de différent aussi pour les enfants, bon bah peut-être que plus rapidement que je l'imagine, moi c'est dans ma tête c'est en 3 générations. Mais bon, peut-être que ça sera plus rapide. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'on a pris le bon chemin, d'après ce que je comprends, mais est-ce que tu crois est-ce qu'on peut l'accélérer? Est-ce que tu penses que ça pourrait être plus rapide? Je pense que c'est si nous regardons le monde tel qu'il est actuellement, oui, je pense qu'on pourrait se réveiller un petit peu plus vite. Wake up. On a besoin de se réveiller un petit peu plus vite. C'est-à-dire de oser sortir de nos zones de confort, oser quelque chose de nouveau, oser laisser la parole un petit peu aux jeunes et dire qu'est-ce que vous voulez vraiment, et ne pas avoir peur. Je pense qu'on est aussi, il y a peut-être une peur d'explorer. Moi, je vois, pour parler de ma propre expérience avec ma fille, elle a fait l'école à la maison parce qu'on vivait au Canada, ensuite on a bougé aux États-Unis et elle est allée 1 an dans une école aux États-Unis, elle avait 12 ans à ce moment-là et l'enseignement ne nous a pas du tout convenu, qui était offert. Donc on a décidé de faire l'école à la maison, ce qui a beaucoup affolé ma mère qui était encore vivante à ce moment-là et qui l'inquiétait beaucoup, et les amis aussi en France, que peut-être on l'enfermait dans une secte. Et en fait, ces 3 ans d'école à la maison ont été quelque chose d'extraordinaire pour elle, parce qu'elle a appris à étudier. On voyageait beaucoup, elle voyageait avec nous, donc elle découvrait aussi le monde. Elle était avec ses parents en sécurité, mais en même temps ouverte à beaucoup d'autres expériences. Et puis ensuite, elle a repris des études tout à fait normales et très brillamment. Et beaucoup de jeunes aussi à qui on offre d'autres choses et avoir confiance qu'ils ont cette capacité. Et pas les forcer non plus à rentrer dans un moule et leur inculquer des connaissances. Mais il faut que l'adulte ait confiance d'aller dans une route peut-être différente, mais c'est parce qu'il y a une peur qui est là, on a peur, et la société nous dit oui, tu as raison d'avoir peur. C'est ça. Mais c'est oser, et je pense que ça, l'éveil, c'est de trouver cette confiance. Mais si cette confiance, elle va pouvoir être là si on est ensemble. Mais si on se sent seul, si on est tout seul, ça va être très difficile, parce qu'on va être poussé. Mais si on se met ensemble avec d'autres personnes qui, ok, allez, ensemble, on va essayer, ou alors voir, peut-être, oui, tiens, ça, il y a ces personnes qui proposent, ok, on va essayer comme cela. Ouais. Et on a d'autant plus, beaucoup plus qu'on ne le croit, à voir les choses de la même façon. Exactement. Souvent, on dit, je suis tout seul, puis après, on ouvre, et puis on se dit, oui, il y a plein de personnes. Il y a des millions. Et on découvre, oui. Mais c'est parce qu'on est... la tendance, c'est autour de nous, on s'enferme. On parlait de liberté avant. En fait, c'est se donner la liberté de voir. Et comme on peut s'enfermer dans les soucis ou les choses, peut-être on ne voit pas tout ce qui est en train de se passer. Or, il y a plein de choses qui se passent. Et pas simplement en France, mais dans d'autres pays aussi. Donc, on peut se mettre en lien et voir, waouh, il y a une force qui est là. Ouais, merci de le dire, parce que c'est ce que je dis aussi depuis des années. On est des millions à travers le monde, à chacun apporter quelque chose. Bon, on appelle ça une pierre ou ce qu'on veut, mais
ouais, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se mobilisent de partout à essayer de, peut-être, oui, pourquoi pas changer de paradigme, en tout cas d'aller dans cette direction. D'ailleurs, mon sentiment, c'est, j'ai l'impression qu'on est en train de changer, de switcher tout doucement de paradigme. Tu le vois, toi aussi? Oui, 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 Ouais. oui, oui. S'il y avait une citation que tu devais retenir, ce serait laquelle? Bah, quand je dis comme ça, la citation qui vient, la paix en soi, la paix dans le monde. Oui, c'est la citation de mon maître, hein, Thaï. Il y en a beaucoup, hein, parce que c'est souvent ce que je fais, c'est que il y a des citations qui viennent, qui me parlent beaucoup. Et puis, bon, moi, j'ai pas une très très bonne mémoire, alors ça reste pas là. Mais par exemple, en ce moment, mais c'est pas une citation, mais enfin c'est aussi une citation. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Martin Luther King Jr. Hein, qui s'appelle Strength to Love, hein, la force d'aimer. Et je trouve que pour moi, c'est très beau, juste ces mots, Strength to Love, hein, la force d'aimer, d'avoir la force d'aimer. Et ouais, je trouve que c'est très beau. Merci beaucoup. Mm-hmm. À bientôt. À bientôt, merci Julien.